Chers amis, bonjour. Toujours très heureux de se retrouver à Saint-Raphaël, d'autant plus quand la salle est pleine comme cet après-midi. Je veux bien évidemment commencer en remerciant bien évidemment encore une fois et très chaleureusement la mairie de Saint-Raphaël pour son accueil, pour la célérité et le grand professionnalisme avec lequel elle organise maintenant depuis 5 ans cet événement. C'est notre 5e édition. C'est quasiment un rythme de croisière aujourd'hui pour la mairie de Saint-Raphaël et la revue politique et parlementaire. Je remercie bien évidemment son maire, Frédéric Masquelier, les équipes municipales, nombreuses et diverses, qui œuvrent à cet événement. Et plus particulièrement, applaudissez-le d'ailleurs, Théo Tapiro, qui est la cheville ouvrière de cet événement. Je sais qu'il est modeste, mais parfois il faut savoir aussi valoriser ceux qui sont les chevilles ouvrières d'événements de ce type. Alors, la thématique que nous avons retenue cette année est une thématique qui est un peu différente des thématiques des années précédentes, puisque nous avons fait le choix de parler de géopolitique, qui d'ailleurs n'est pas totalement orthogonale pour une revue politique et parlementaire, qui depuis plus de 131 ans produit tout un ensemble de contributions sur des sujets divers et variés, mais aussi sur des sujets internationaux. Je crois qu'on peut dire que peut-être depuis un demi-siècle, le monde dans lequel nous sommes entrés nous paraît, ce n'est peut-être qu'un sentiment, jamais aussi incertain et convulsif. Nous devons affronter des nouveaux défis, entre autres les défis environnementaux, de nouvelles mutations. La question des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle nous expose à des interrogations parfois vertigineuses. De nouveaux conflits entre guillemets, parce qu'on voit que certains de ces conflits ont parfois des racines très profondes inscrites dans la sédimentation des siècles. En tout cas, c'est à cet ensemble, cet enchevêtrement de phénomènes que nous sommes confrontés. La fin de l'histoire que certains prophétisaient, Monsieur l'ambassadeur, après la chute du mur de Berlin, un célèbre article d'un philosophe américain, Francis Fukuyama, cette prophétie s'est fracassée, assez vite d'ailleurs, au demeurant dès les années 1990, sur la permanence des civilisations, sur la récurrence aussi de tout un ensemble de vieilles fractures, et puis sur la force, j'allais dire presque incompressible, de ce que mon vieil ami et complice Stéphane Rosès appelle les imaginaires des peuples. Je ne sais pas s'il est encore arrivé, mais c'est un clin d'œil que je lui lance. L'histoire, comme l'a dit un grand historien britannique, Arnold Toynbee, est de nouveau en marche. Toynbee qui a été un des contributeurs lointains dans les années 50, d'ailleurs, de la revue politique et parlementaire. Et donc c'est à cette marche de l'histoire, cette nouvelle marche de l'histoire, que nous allons nous confronter pendant 48 heures dans le cadre de cette 5e édition de la Cité des débats, avec des points de vue, bien évidemment, qui sont des points de vue qui peuvent s'opposer, qui peuvent se contredire, qui peuvent parfois être complémentaires les uns des autres. C'est aussi l'esprit de notre vieille revue, la revue politique et parlementaire, de permettre cette pluralité d'expression dans un monde qui parfois tend à rabougrir le débat à l'entre-soi des gens qui sont convaincus par les mêmes idées et les mêmes convictions. Alors, pour ouvrir cette 5e édition de cette Cité des débats, un homme de l'art, si je puis dire, et qui mieux, finalement, qu'un diplomate de profession pour nous dresser à la fois un état des lieux, dans un premier temps, de la situation géopolitique dans laquelle nous nous trouvons, mais aussi avec un focus plus particulier sur une question dont on voit qu'elle impacte jusque nos débats
nationaux, en France et puis aussi en Europe, la question proche orientale. Je suis très heureux, et je vous demande de l'applaudir, d'accueillir Éric Danon, qui est représentatif de cette belle et grande tradition de la diplomatie française, qui est riche à la fois de savoir et d'expérience granulaire du terrain et de connaissance des cultures. Alors, quelques éléments pour vous présenter, monsieur l'ambassadeur. Vous avez été ambassadeur de France en Israël, je crois, de 2019 à 2023, si je ne me trompe pas sur les dates. Vous avez été directeur politique adjoint du Quai d'Orsay. Vous avez été conseiller diplomatique d'Interpol, c'est ça également. Vous avez occupé de très nombreuses fonctions au Quai d'Orsay. Vous avez aussi connu le monde de l'entreprise. Vous avez travaillé, entre autres, aussi pour l'aérospatiale. Vous êtes normalien. Et ce qui est rare pour peut-être un diplomate, je tiens à le souligner, vous êtes agrégé de physique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de physiciens dans la diplomatie, mais en tout cas, il faut le souligner. Vous êtes ancien élève de Sciences Po et également énarque. Je ne peux pas terminer cette intervention sans bien évidemment penser à quelqu'un qui nous manque profondément et qui, il y a encore un an, était ici parmi nous. Et je place bien évidemment cette 5e cité des débats quelque part sous le sceau de son absence, que l'on souhaite la moins longue possible, bien évidemment, et qui pourtant va tangenter bientôt les 1 an, le 16 novembre prochain. C'est Boualem Sansal à qui nous envoyons au fond de son cachot un salutaire et chaleureux message de fraternité. Merci à vous et je vous passe la parole. Excellence. Bien, bonjour à tous. C'est un très grand plaisir d'être parmi vous. Et à mon tour, je remercie les autorités invitantes et organisatrices qui ont fait un travail absolument formidable. On a combien de temps? Non, parce que on va faire deux choses. On va faire ce qui était prévu sur la question de l'Occident, et après, si on fait aussi le Moyen-Orient, ça risque d'être un peu compressé. On verra bien. On a 1 heure avec les questions. Ah, voilà, parce qu'il y a des questions. Bon, alors c'est beaucoup mieux s'il y a des questions. Ça rendra la chose beaucoup plus vivante. Bien. Il y a 3 ans, à peu près début janvier 2022, personne parmi nous n'aurait pu penser à ce qui allait se passer en Ukraine. Il y a 2 ans, 1er janvier 2023, personne parmi nous n'aurait pu penser au 7 octobre 2023 en Israël. Il y a 1 an, début 2024, personne ne pensait à la vague des élections qui allaient amener au pouvoir dans leur pays des gens comme Milei, ou en Italie aussi, évidemment, toute cette nouvelle frange de dirigeants assez autoritaires, assez à droite. On ne s'y attendait pas. Et puis, il y a 6 mois, personne, absolument personne, n'aurait pu prévoir le succès de la conférence de Tianjin en Chine, qui a réuni autour de la Chine l'ensemble de ce qu'on appelle le Sud global. Nous vivons dans un monde instable et imprévisible, certains diront même chaotique. Mais sur ce mot, il faut bien voir que ce qui nous paraît chaotique, parce que ça n'entre pas dans nos schémas de pensée habituels, ne l'est pas pour d'autres dans le monde. Et pour un Chinois ou un Iranien, ce qui se passe dans le monde a une logique très forte
et voire même la réalisation d'un dessein ou d'une vision du monde que nous n'avons pas. Alors, le thème qui devait être traité, c'était l'Occident ou les Occidents, parce qu'il y a une parenthèse et un S. Il est vrai que depuis, j'allais dire toujours, disons depuis quelques siècles, il y a un Occident et des Orients. Mais maintenant, on entre dans une période où il y a peut-être au moins deux Occidents. C'est lié à quoi? C'est lié au fait que l'Occident se retrouve attaqué de trois façons différentes, mais simultanément. La première attaque, c'est celle dite du Sud global. C'est quoi le Sud global? C'est un ensemble de pays qui n'ont rien à voir entre eux, qui sont de tailles différentes, d'économies différentes, de puissances militaires différentes, mais qui ont une chose en commun. Ils refusent de voir l'Occident continuer à écrire l'histoire. Ils veulent, à leur tour, écrire l'histoire ou y contribuer. C'est ça qui fait leur point commun. La deuxième attaque, elle est liée au fait que l'Occident s'est sécularisé au point d'être en proie aujourd'hui à des objectifs de conquête religieux venus de l'extérieur. Il fut un temps où c'était la chrétienté qui se portait vers l'extérieur. Puis, pour des tas de raisons historiques qu'on ne va pas reprendre, ça s'est arrêté et même il y a eu une certaine culpabilité de l'Occident, mais en tout cas une sécularisation, notamment après les deux guerres mondiales, où, comme vous le savez, tous les intellectuels à chaque fois avaient déclaré la mort de Dieu. Et dans cette sécularisation s'est engouffrée en fait une bataille religieuse aussi contre l'Occident. On pourra en parler, vous voyez évidemment à quoi je fais allusion, mais avançons. La troisième attaque, pourrait-on dire, c'est une question d'attaque sur les valeurs et notamment sur la question du bien et du mal. Notamment après la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'à une période récente, le mal absolu, c'est la Shoah et les deux guerres mondiales. Sauf que l'histoire est passée, que les gens oublient, que le souvenir s'estompe, et le mal absolu aujourd'hui, c'est le colonialisme. Et à cette aune-là, l'Occident est bien mal placé, lui qui a fait une grande partie de sa richesse sur 4-5 siècles de colonialisme. D'où l'attaque contre ce qu'il est, ce qu'il représente. Donc vous voyez tout cet ensemble-là qui fait que l'Occident aujourd'hui est attaqué. Pour autant, évidemment, il ne serait pas obligé de se fractionner. Il aurait pu faire cause commune, de façon à résister à ces attaques extérieures. Ça n'est pas ce qui s'est passé parce qu'il a été déstabilisé de l'intérieur même par ceux qui pensent que l'ordre qui a fait sa force dans le monde, cet ordre est aussi ce qui entraîne son déclin. Il faut voir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, et devant l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale, le but de la communauté internationale, en réalité le but de l'Occident parlant au nom de la communauté internationale, a été, avec le système des Nations Unies, de faire prévaloir le droit sur la force. C'était ça la grande idée. Et que progressivement, ça a amené à un certain nombre de dérives, voire de mise en faiblesse de l'Occident, au point qu'une partie de celui-ci considère désormais que ce qui doit prévaloir, c'est la force sur le droit. Et ceci entraîne
des tensions très fortes à l'intérieur même de pays qui autrefois fonctionnaient ensemble. On va y revenir, bien entendu. Arrive un petit peu pour cristalliser tout ça dans notre époque moderne, ou disons, pardon, contemporaine, arrive Donald Trump. Il faut s'arrêter un instant sur Donald Trump, parce qu'il est à la fois la conséquence et l'essence même du déchirement de l'Occident. Donald Trump, on dit souvent, on entend souvent, que c'est un personnage imprévisible. En fait, pas du tout. Donald Trump est un des personnages les plus prévisibles qui soient du monde moderne. Encore faut-il avoir bien compris comment il fonctionne, quels sont ses critères de fonctionnement, qu'est-ce qui le meut, comme on dit. Et à partir de ce moment-là, la question de l'Occident s'éclaire de façon assez limpide. Quelques éléments très rapidement, parce que ce n'est pas l'essence même de la conférence d'aujourd'hui. Vous avez 4-5 éléments. Si vous les gardez en tête, vous pouvez prévoir ce que Trump va faire devant chaque problème. Le premier élément clé, c'est que Trump n'est pas un belliciste. C'est un homme qui, fondamentalement, veut la paix. Oui. Lui, il a eu des problèmes avec son prompteur. Il ne faudrait pas que j'ai des problèmes avec mon micro, quand même. Bon, donc, il veut la paix. Et c'est quelque chose qui est clé dans sa manière de fonctionner et qui est d'ailleurs assez ancienne dans l'histoire américaine. En réalité, les États-Unis n'ont été un pays belliciste que forcés par des circonstances extérieures. Souvenez-vous, pendant la Première Guerre mondiale, ils ne souhaitent pas du tout intervenir et venir dans la guerre. Il faudra attendre 1917 avant qu'ils interviennent. Et encore parce que le Japon leur pose des problèmes sur la façade ouest. Et parce que les sous-marins allemands posent des problèmes aux Britanniques de ravitaillement sur la façade est. Dans la guerre de 39-40, ils ne veulent pas aller en guerre. Et il faudra Pearl Harbor en 1941 pour qu'ils se décident. Et Donald Trump considère qu'au fond, les États-Unis ne doivent pas partir en guerre. Et il en veut au reste du monde d'avoir forcé les États-Unis à devoir le faire. Après la chute du mur, beaucoup de son parti considèrent que c'est fini, il n'y a plus à se battre. Sauf qu'il va y avoir le 11 septembre, et là, rebelote, il faut repartir en guerre. C'est la première chose. Mais ça va être fondamental. Je vous donne déjà un point par rapport à Netanyahou. Trump est un homme qui ne veut pas la guerre, Netanyahou est un homme qui vit par la guerre. Il y a un moment où le croisement des courbes fait que ces deux-là vont s'engueuler et vont être en réelle tension, parce que leur vision de la guerre et de la paix est fondamentalement différente. Le deuxième trait de Donald Trump, qui vous explique beaucoup de choses, c'est que, reprenant une très vieille tradition américaine, il considère que celui qui n'est plus un ennemi doit devenir un ami ou un partenaire. Et on le voit avec ce qui s'est passé au début de son nouveau mandat avec la Russie. Tout le monde a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec la Russie? Il essaye de... Mais en fait, dans la logique de Trump, la Russie n'est plus dangereuse. Il considère qu'il n'y a plus d'idéologie et que sa force militaire ne peut pas embêter les États-Unis. Et donc, au début, il se dit, dans ces conditions, on va faire amis ou en tout cas partenariat. Et c'est une vieille idée, là aussi, américaine. Souvenez-vous, après la Deuxième Guerre mondiale, si je m'arrête là, combien
le premier allié, les vrais amis fidèles des États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. En Europe, c'est l'Allemagne. En Asie, c'est le Japon. C'est-à-dire les vrais ennemis juste d'hier, de la guerre d'avant. Mais quand la guerre est finie, elle est finie. Quel est le premier pays partenaire des États-Unis dans l'Asie du Sud-Ouest? Premier partenaire économique, bien sûr, importation plus exportation divisé par la population. Le Vietnam. Ce qui vous explique la logique de Trump. Il faut faire ami avec la Russie à partir du moment où elle n'est plus un ennemi et où elle ne représente plus un danger. Alors il commence à en revenir, mais c'est ça sa logique interne. Le troisième élément qui vous explique beaucoup de choses, c'est que Trump n'a pas envie d'être l'empereur du monde. Il dit « ça me coûte trop cher, ça ne me rapporte pas assez ». Donc il veut restreindre son empire et parler avec les autres empires, ou s'opposer à eux pour ce qui est de la Chine. Mais lui, il veut rester dans son empire. Et dans son empire, il veut des relations de sujétion. C'est lui l'empereur, donc les autres sont des vassaux. Et ils n'ont qu'à obéir. Et s'ils n'obéissent pas, alors il n'apportera pas sa protection. Et s'ils veulent quand même sa protection, alors ils devront payer très cher. Car Trump, sa grande spécialité, c'est de monnayer la puissance. Donc, vous vous souvenez peut-être de cette séance assez pénible pour lui, de Zelensky dans le bureau ovale, se faisant humilier par Trump et surtout par le vice-président J.D. Vance à côté, parce que Zelensky vient voir Trump en disant « Au nom de nos valeurs communes, la liberté, la lutte contre le méchant russe, etc., vous devez m'aider. » Trump lui dit, de façon presque directe, « Je ne veux pas de toi dans l'Empire, dans mon empire. Reste dans l'Empire des Russes. Moi, ça ne m'intéresse pas de te prendre chez moi. » Zelensky insiste. Et à ce moment-là, Vance lui dit, « Mais tu n'as rien compris, mon gars. Si tu veux être dans l'Empire, va falloir payer. Et très cher. Qu'est-ce que tu as, toi, à nous offrir ?» Et Zelensky sort totalement déstabilisé de ça, parce qu'il n'a pas du tout pensé aux choses de cette manière-là, qui sont pourtant une manière de faire à laquelle on peut tout le temps s'attendre avec Trump et Vance. Il va revenir 5 jours plus tard en disant « Je vous permets l'exploitation des meilleures terres d'Ukraine » et il achète, grâce à ça, pourrait-on dire, une protection. Après, dernière chose, parce que je pourrais vous en faire 10 comme ça, mais le trait suivant qui est très important, c'est la réussite d'un homme et sa valeur se mesurent à sa richesse matérielle. Il n'y a pas de tel prix Nobel a inventé un truc formidable ou tel artiste est absolument merveilleux. Non. How much? Et c'est pour ça qu'il est en permanence entouré de milliardaires, parce qu'ils considèrent qu'eux, ils ont réussi de façon certaine. Le critère de la réussite est là. À partir de là, il ne s'entoure que de gens comme ça, ce qui est évidemment une manière très particulière de voir le monde, parce que ce sont généralement des personnes qui sont dans un profit de la mondialisation. Tous ces tycoons de la tech, etc., ils s'occupent du monde entier. Et en fait, ils se fichent, et Trump aussi, de quelque chose qui est fondamental chez les gens, c'est-à-dire l'histoire, l'identité, la culture, tout ça, il n'en a rien à fiche chez les gens. Et tout le monde doit passer à la même toise. Est-ce qu'il marche dans mon système économique ou pas? D'où cette chose assez absurde, pourrait-on dire, de la Riviera à Gaza. Parce que pour lui, ça lui paraît tout à fait normal. Rien n'affiche de la culture locale, rien n'affiche de l'histoire locale.
Tout ça n'a aucun intérêt. Comment des gens normaux pourraient-ils refuser d'être relogés dans une riviera qui accessoirement sera montée par mes copains, mais alors qu'ils vont vivre 10 fois mieux matériellement. Et quand vous lui dites « oui, mais les gens, ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'il y a une histoire, une culture, etc. », il vous regarde avec des yeux ronds. Tout ça, c'est du bullshit européen. C'est un truc d'intellectuel. C'est pas comme ça, selon lui, que les gens fonctionnent. Donc voilà, rien qu'avec ces 4-5 critères, vous avez déjà une manière de fonctionner. La conséquence de ça, c'est que l'Occident se divise sur ces questions-là, et notamment entre l'Amérique et l'Europe, car Trump considère que l'Europe a été aidée par les États-Unis à la sortie de la guerre. L'empereur de l'époque a eu comme vassal ou comme vassaux les Européens. Dans le domaine militaire, c'est l'OTAN. Dans le domaine économique, c'est le plan Marshall. Sauf que voilà, les vassaux ont fini par grandir, à devenir une puissance et donc à devenir des concurrents économiques. Et là, Trump monte évidemment sur ses grands chevaux en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous devenez des concurrents, mais si vous êtes des concurrents économiques alors qu'on vous a aidé, en fait, vous êtes des traîtres, donc vous êtes des ennemis. » C'est le premier président américain qui a osé dire que l'Europe était plus son ennemi que la Chine. Donc, vous voyez ce fonctionnement très particulier, mais devant ce qui se passe là, évidemment, l'Occident se scinde en deux. Et vous avez deux manières de voir l'Occident, avec des valeurs, avec une histoire, avec une manière de penser l'économie, alors que lui, il la pense de façon complètement différente. Évidemment, pas de libre-échange, mais des tarifs douaniers qu'il utilise de façon obsessionnelle comme sa seule arme. Pas de mise en avant des valeurs et de la culture occidentale. Il suffit d'ailleurs de voir, d'entendre Trump parler des femmes, des homosexuels, des Mexicains, des immigrants, pour comprendre immédiatement qu'on n'a pas les mêmes valeurs que lui. Mais ce n'est pas ça qui compte au niveau des pays, bien entendu. Voilà. Je pense qu'on peut avoir des questions pendant la séance consacrée à cela après. Je peux vous parler de l'Occident et des changements de l'Occident pendant des heures et des heures. Mais il m'a semblé important de vous faire voir ce qui, dans la période tout à fait récente, fait rupture à l'intérieur même de l'Occident et à quels facteurs cela répond, à la fois à cause d'attaques extérieures, mais aussi de l'intérieur, avec Trump et toute une série de dirigeants occidentaux qui tentent à le suivre dans une nouvelle manière de voir le monde, où le droit supplante la force et où, bien entendu, les mécanismes de régulation communs, à commencer par les Nations Unies, sont en permanence décriés pour leur inefficacité ou, plus encore dans le discours de Trump aux Nations Unies il y a 4 jours, comme étant fautifs et coupables d'un certain nombre de choses arrivées dans le monde mauvaises. Voilà. Si ça vous va, on passe au Proche-Orient, ou alors on y va ? Allez, bon, merci. Sur le Proche-Orient, vous connaissez tous à peu près la situation. Qu'est-ce qu'il faut garder des 2 années qu'on vient de voir et qui changent tout dans la situation au Moyen-Orient? La première chose, c'est que les guerres menées par Israël contre les proxys de l'Iran ont dessiné un Moyen-Orient complètement différent de ce qu'il était avant. Alors, les proxys, ce sont les mandataires de l'Iran, c'est-à-dire des groupes qui agissent avec
et avec plus ou moins de distance de l'Iran, mais qui sont subventionnés par l'Iran et qui travaillent essentiellement à la volonté de l'Iran de faire la guerre sans tirer un coup de feu, c'est-à-dire de faire la guerre par leur intermédiaire. Qu'est-ce qui s'est passé après le 7 octobre, événement traumatique sur lequel je reviendrai? Israël s'est mis à attaquer l'ensemble des proxys de l'Iran, c'est-à-dire le Hamas à Gaza, les Houthis au Yémen, le Hezbollah au Liban et partiellement en Syrie, et tout un ensemble de milices chiites irakiennes pro-iraniennes en Irak. Ça a plutôt bien fonctionné militairement. Souvenez-vous, les beepers ou tel assassinat ciblé, y compris jusqu'à Téhéran. Et au bout du compte, il s'est mis à attaquer l'Iran lui-même. Donc, par ce qu'on a appelé la guerre des 12 jours, qui a affaibli l'Iran, mais l'Iran a répliqué au point que Donald Trump, contrairement à sa doctrine, pourrait-on dire, a dû intervenir en Iran et a attaqué et remis à zéro pour entre 5 et 10 ans les capacités nucléaires de l'Iran. Remarquez que Trump en a profondément voulu à Netanyahou, parce que de devoir attaquer l'Iran, la base MAGA, Make America Great Again, la base MAGA des États-Unis était totalement contre. Mais Netanyahou est le seul homme qui arrive à manipuler Trump. Même pas Poutine, Netanyahou. Parce que c'est le seul qui est arrivé à le faire intervenir militairement à l'extérieur, alors que tout Trump était contre ça. Mais il a très bien joué, puisqu'il a pris la première place dans les médias avec cette opération contre l'Iran, et Trump a été obligé d'agir pour ne pas avoir l'air de quelqu'un qui laissait la place à quelqu'un d'autre sur le devant de la scène internationale dans la lutte contre les ennemis. Voilà. Donc, première chose, Israël a changé la carte du Moyen-Orient, la carte militaire, ce qui a pour lui une conséquence. Pour la première fois depuis 1948, Israël n'est plus dans une menace, ou plutôt dans un risque existentiel. Je distingue la menace existentielle, qui existe toujours, puisque l'Iran dit toujours « je veux détruire Israël », donc la menace existe. En revanche, le risque existentiel, c'est-à-dire la probabilité que cette menace se réalise, est aujourd'hui quasiment nulle. C'est ça la vraie différence. Et la question qui se pose et qui divise même en Israël, c'est qu'est-ce que Netanyahou fait de cette victoire? Car c'en est une, le fait que Israël n'est plus dans un péril existentiel aujourd'hui. Donc, il y a ceux qui disent, dans ces conditions, on arrête les guerres, et il y a ceux qui disent, dans ces conditions, on va jusqu'au bout, entre guillemets, et on pourra, dans les questions, voir jusqu'où ils souhaitent aller. Ça, c'est le premier élément du Moyen-Orient. Si on compare à il y a 2 ans, où l'Iran était tout puissant, finançait les proxys dans tous les sens, avec des roquettes tous les jours, contre Israël, c'est fini. Le deuxième élément clé, c'est que l'image d'Israël s'est effondrée dans le monde. C'est fondamental. Israël est, on pourrait dire, mais en fait, c'est plus compliqué que ça, est tombé dans le piège du Hamas. Le piège du Hamas est assez comparable à celui qu'avait tendu Daesh à l'Occident, mais à l'époque, ça n'avait pas marché. Ça consiste à attaquer Israël pour être sûr qu'Israël va répliquer et que dans cette réplique, Israël va perdre son image internationale parce qu'il devra frapper des gens en grande quantité, puisqu'on est dans de la guerre urbaine de haute intensité, etc. Et donc Israël ne peut pas faire ce qu'il a fait au Liban ou ce qu'il a fait avec les Houthis, c'est-à-dire de la frappe sélective, d'abord parce que les combattants du Hamas se sont d'abord cachés derrière la population, et puis parce qu'il y a des otages, et donc ça devient plus compliqué d'aller les chercher.
au bout du compte, c'est un désastre. C'est un désastre au plan de l'image internationale d'Israël. Qu'est-ce qui a profondément changé? C'est que depuis bien longtemps, les Juifs étaient considérés comme un petit peu, à cause de la Shoah notamment, mais même avant, la victime absolue. C'est-à-dire une victime un peu culpabilisante vis-à-vis de l'Occident, en disant « Regardez ce que vous avez fait ». Aujourd'hui, avec les jeunes générations, on n'en est plus là. Les jeunes générations, elles n'ont jamais connu que Israël fort et jamais Israël faible. C'est-à-dire qu'à leurs yeux, David est devenu Goliath. Et Israël, pour les jeunes aujourd'hui dans le monde, c'est Goliath. C'est-à-dire le passage de la victime absolue à l'oppresseur essentialisé, comme tel. L'effet est évidemment redoutable, dévastateur en termes d'antisémitisme dans le monde, et, à mon avis, il sera très difficile de revenir en arrière. Ça a à voir avec autre chose. Justement sur la question de l'Occident chrétien, dont on parlait tout à l'heure. Pendant 19 siècles, 18 siècles et demi, la chrétienté a dit aux Juifs « Vous êtes le peuple déicide ». Il a fallu attendre Vatican II pour que cette idée soit levée. Pas complètement dans les esprits, mais au moins formellement. Et là, aujourd'hui, on passe au peuple, non plus déicide, mais génocidaire. C'est-à-dire que l'on glisse insensiblement du plus grand crime contre Dieu au plus grand crime contre les hommes. Et ça, c'est évidemment redoutable et pain béni pour les ennemis d'Israël. Un mot sur le génocide. Vous avez une instance, la Cour internationale de justice, qui a été saisie par l'Afrique du Sud. Elle est, dans une histoire aussi compliquée, en réalité la seule à pouvoir dire s'il y a génocide ou pas. Elle a une jurisprudence qui me fait penser à moi, mais comme un autre, qu'elle déclara qu'il n'y a pas de génocide. Tandis que, par exemple, une récente commission d'enquête montée par l'ONU conclut qu'il y a génocide, mais quand vous lisez bien le rapport, ce que je me suis permis de faire, vous voyez qu'ils ont baissé les critères de la jurisprudence de la Cour internationale de justice. Je soutiens que même si la Cour internationale de justice dit qu'il n'y a pas génocide, les anti-juifs ou anti-israéliens continueront de dire qu'il y a génocide. Pourquoi? Pour 3 raisons essentielles. D'abord, plus vous parlez de génocide sans arrêt, pourrait-on dire, et plus vous relativisez l'importance de la Shoah et sa singularité. En gros, plus il y a de génocide, moins chaque génocide garde un caractère unique. Le deuxième élément, c'est que vous mettez en cause, grâce à cela, une partie de la légitimité même d'Israël. Israël a une triple légitimité, peu importe, mais un des éléments, un tiers pourrait-on dire, c'est la Shoah. Et là, Israël est attaqué avec toutes les déclinaisons sur le thème. Un pays né du génocide reste-t-il légitime s'il commet à son tour un génocide? C'est une manière de remettre en cause la légitimité d'Israël. Enfin, pousser à l'idée du génocide, c'est aider les Palestiniens à avoir un pays. Sur le thème, si Israël a eu un pays plus ou moins grâce au génocide, alors nous avons le droit moral aussi d'avoir un pays par souffrance équivalente devant l'histoire. Élément retenu, ce degré de souffrance, il faut reconnaître un État parce que, voilà, le droit moral, etc.
Le président n'est pas tombé dans ce travers-là, mais il a bien failli. Bon, on en reviendra là-dessus si vous souhaitez. Donc, vous voyez que ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient est non seulement très grave à cause, bien entendu, du désastre humanitaire, qui est colossal en termes de souffrance, etc., mais aussi parce qu'il va durablement marquer une nouvelle image d'Israël et une nouvelle image de la légitimité palestinienne à exister comme État. Remarquez au passage la dimension mimétique de l'identité palestinienne par rapport à l'identité juive dans les 50 dernières années. De quoi s'agit-il? En fait, comme vous le savez, au moment de la déclaration Balfour en 17, puis la conférence de San Remo, puis le traité de Sèvres, il n'y a pas encore de population proprement palestinienne, ce sont des Arabes qui vivent en Palestine. L'identité palestinienne va d'abord se fonder sur deux éléments clés. Le refus de voir arriver d'autres gens chez eux, en l'occurrence les Juifs du Yishuv, au début des années 30, et l'attachement, non pas tant à la terre, mais réellement au village. C'est un trait essentiel de l'identité palestinienne. Après la Deuxième Guerre mondiale, Yasser Arafat, en 63-64, va essayer de faire des Palestiniens un peuple, arrivé du peuple palestinien sur la scène. Mais comme il n'y a pas de trait spécifique, et regardez la charte de l'OLP, elle parle juste d'Arabes qui sont nés là, eh bien, il va falloir avoir un modèle. Or, qui les Palestiniens peuvent-ils plus ou moins imiter identitairement? Les Algériens qui les soutiennent? Non. Les Marocains non plus. Les Saoudiens? Sûrement pas. En fait, ils vont se mettre à imiter dans le narratif ceux avec qui ils vivent au quotidien, c'est-à-dire les Juifs. Et vous allez donc avoir un narratif de l'identité palestinienne qui se bâtit d'abord sur le fait qu'il faudra toujours être des opprimés, parce que les Juifs, pendant 20 siècles, ont été opprimés. Il faudra toujours être des réfugiés, parce que les Juifs du Yishuv, dans les années 30, étaient des réfugiés fuyant soit les pogroms soviétiques, soit l'Allemagne nazie. Il faudra adopter les modes de représentation juifs, par exemple, la question du ghetto. Nous disons toujours Gaza, une prison à ciel ouvert. Dans les journaux arabes et palestiniens, ils disent le ghetto. Et parfois, ils disent le ghetto de Varsovie. Puis vous allez avoir le mimétisme du droit au retour palestinien avec la loi du retour israélienne, 1950-1952, c'est tout près. Bref, vous avez tout un ensemble de systèmes mimétiques qui va finir par quelque chose manque pour asseoir le fait que, comme les Juifs, nous avons droit à un État, c'est justement le narratif du génocide. Et maintenant, c'est celui-là qui est en train de se mettre en place. Et c'est celui-là, avec tout ce qui est derrière, qui va leur permettre, enfin, d'avoir un État. Et plus ça avance, plus en Israël, vous avez le sentiment non seulement qu'ils vont perdre la Judée, Samarie et Gaza, mais ça n'est que de la géographie, mais que leur histoire même est prise par les Palestiniens. Et je termine avec ça. Un des éléments clés de cette histoire, c'est ce qu'on appelle la théologie de la substitution. Au IIe siècle, vers à peu près 150, lentement, c'est là que les chrétiens vont dire « Vous êtes le peuple déicide » et surtout ils vont dire « Vous n'êtes pas le peuple de Dieu ». Donc on dénie ce qu'il y a dans le livre. Bon. Vous n'êtes pas le peuple de Dieu. D'où l'antisémitisme, d'où la volonté de... Même chose, évidemment, avec l'arrivée des musulmans et ce basculement dans le Coran
632 entre le Coran de la Mecque et le Coran de Médine qui suit, et que le refus des Juifs de se mettre dans l'Oumma, dans la communauté des croyants musulmans, va entraîner un texte, des éléments d'islam politique dans le Coran lui-même, alors que dans la période d'avant, il n'y a aucune trace politique dans le Coran. Je vais vite, l'histoire continue. Et enfin, donc, comme je disais, à Vatican II, les chrétiens disent « Ok, vous n'êtes pas le peuple déicide », mais ils ne disent pas pour autant « Vous êtes le peuple de Dieu ». La place est vacante, pourrait-on dire. Et qu'est-ce qui est en train d'arriver en conséquence, lentement mais sûrement au Proche-Orient? C'est que les Palestiniens commencent à dire « Le peuple de Dieu, c'est nous ». Car nous avons toujours été là. Nous avons été convertis d'abord par les chrétiens, puis par les musulmans. Mais fondamentalement, nous n'avons pas fui cette terre comme les Khazars, les Juifs qui sont partis, tous les Ashkénazes qui sont partis. Nous sommes restés là. Et c'est nous, le peuple, fondamentalement le peuple d'ici, pourrait-on dire, donc le peuple désigné. Alors, comme certains chrétiens au Vatican ont toujours du mal à faire passer la pilule de Vatican II, les Palestiniens trouvent au Vatican des gens qui sont prêts à partager cette idée. Et vous en avez eu à Noël dernier le premier exemple fort, avec l'enfant Jésus dans la crèche, entouré d'un kéfier. C'est une nouvelle théologie de la substitution que vous allez voir se développer au Moyen-Orient et peut-être ailleurs dans les années qui viennent. Voilà, après, c'est les questions. Merci. Merci beaucoup. Peut-être prenez place sur le... Monsieur l'ambassadeur, peut-être prenez place sur le... Vous serez plus confortable. Vous répondrez... Bon, ok, d'accord, très bien. Alors, merci pour cet exposé qui, je veux dire, a permis de tracer les ressorts profonds aussi, historiques, théologiques, culturels, de ce que nous vivons, j'allais dire, quasiment au jour le jour maintenant, depuis le 7 octobre dernier et même avant, parce que c'est un très vieux conflit. Et on va tout de suite passer aux questions. Alors, je demanderai des questions qui soient quand même suffisamment courtes pour qu'on puisse prendre le maximum de questions. On a à peu près un quart d'heure de questions. Voilà. Une phrase et un point d'interrogation voilà, à la fin. Allez-y, je ne sais pas s'il y a des... J'ai vu un bras se lever déjà, voilà. Monsieur. Mademoiselle, regardez, sur la... juste à côté de vous. Tout d'abord, merci Monsieur l'ambassadeur pour cet exposé. C'était très, très instructif. Juste une petite question. Ne croyez-vous pas que les pays européens ou quelques autres pays occidentaux qui condamnent actuellement Israël sont un peu hypocrites parce que quand on pense au terrorisme, je me demande si Israël finalement n'a pas fait le sale boulot en éliminant les têtes du Hamas, du djihad islamique et autres terroristes en puissance qui auraient pu intervenir et de façon dramatique en Europe. Absolument. Mais non seulement les pays occidentaux sont hypocrites, mais les pays arabes le sont encore plus. Parce que les pays arabes, sauf dans la période récente des accords d'Abraham, n'ont jamais rien fait pour la fin du conflit. Ils s'intéressent au conflit, mais pas pour le terminer. Et ils s'intéressent aux Palestiniens, mais sûrement pas pour les aider individuellement. Là est le drame depuis le début, en réalité depuis la révolte contre le roi de Jordanie, mais peu importe. Pourquoi ? Pour 3 raisons. La première, c'est que la cause palestinienne est quelque chose qui marche très bien comme ressort de politique intérieure dans tous ces États. Hassan II disait, la cause palestinienne, c'est l'aphrodisiaque des nations arabes. Lorsqu'il y a un problème de politique intérieure, on vous ressort la cause palestinienne et hop, tout le monde repart à l'assaut de la colline en bon ordre. Le deuxième élément, c'est que
le rejet d'Israël est le point essentiel, focal, d'une identité collective arabo-musulmane. Les pays, au niveau des États, pas des populations, au niveau des États, pensez Algérie-Maroc, pensez Libye-Égypte, ils ne s'aiment pas entre eux. C'est comme ça, même parfois ils se détestent. Et donc quand ils sont à la Ligue arabe, qu'est-ce qui les réunit? La seule résolution qu'ils votent tous, c'est la résolution contre Israël. Enfin, ils sont tous passés par l'épreuve difficile, plus ou moins, mais pas plus ou moins difficile, mais ils sont tous plus ou moins passés par la question du terrorisme islamiste. Pensez aux fils ou aux frères musulmans en Égypte, etc. Ils détestent ça. Et donc, quand Israël détruit en grande partie le Hamas, ils sont très contents. Alors, ils n'aiment pas du tout la guerre telle qu'elle est, parce qu'elle frappe les Palestiniens dans des proportions qu'ils ne peuvent pas justifier devant leurs propres opinions publiques. Mais ils sont très contents du résultat en termes de lutte contre le terrorisme. Au point que ceux qui ont des accords avec eux, que ce soit les vieux accords de paix froide avec l'Égypte et la Jordanie, ou que ce soit les nouveaux accords d'Abraham, c'est-à-dire les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc, ces accords ont tenu, malgré ce que les populations arabes de ces pays voient. Alors ça tangue un peu au niveau des gouvernements sous la pression populaire. Il n'empêche que ça a tenu. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien qu'en réalité, il va falloir en passer par là. Donc je suis d'accord aussi du côté européen, parce que l'Europe n'a pas su faire, je dirais, le service après-vente de ce que faisait Israël. Pour deux raisons. D'abord, parce que Israël, c'est le pire pays en termes de communication du monde occidental. Je pourrais dire du monde. J'ai jamais vu un pays communiquer aussi mal. Dès le 8 octobre et après, c'est une catastrophe. Ils vont tout de suite dans le mur en termes de communication. Et la deuxième chose, c'est que il y a, par exemple en France, mais partout dans le monde, il y avait une forme d'antisémitisme latent qui, avec le 7 octobre, s'est débridé, s'est lâché et n'a plus aujourd'hui grande limite. Ceci d'autant plus qu'en France, vous avez la question du rapport de force démographique qui joue. Nous avons la plus grande communauté juive d'Europe et la plus grande communauté musulmane d'Europe. Nous avons à peu près 400 à 450 000 juifs en France et, personne ne sait, entre 6 et 10 millions de musulmans en France. Dans un pays qui, malheureusement, à mon avis, a tendance à multiplier les élections, il n'y a pas photo. À un moment, vous devez faire un certain nombre de compromis. Je le déplore, mais c'est comme ça. Merci pour cette réponse. Alors, il y a... Je vois mal là. Il y a une question... Non, monsieur, devant. Oui, devant, monsieur. Là, juste devant et une autre derrière. Voilà, si vous pouvez amener au troisième rang. Au troisième rang, la question. Je ne sais pas où sont les micros. Voilà. Au troisième rang, devant nous. Et il y a une autre question ensuite derrière. Oui, j'ai bien vu votre bras se lever, monsieur. Oui. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je poserai une question seulement, mais même si je suis en désaccord sur à peu près tout ce que vous avez dit depuis le début, donc je ne vous poserai qu'une seule question. C'est voilà, très bien. Mais marquez vos désaccords dans la question, ce sera voilà. Comme ça permettra de faire coup double. Le désaccord sera dans la question. Donc cette question fera le joint entre les deux parties, puisque en effet vous avez exposé un petit peu une représentation occidentale de l'Occident. J'espère qu'on n'aura pas toujours ce biais avec les autres intervenants. Mais au début, vous avez parlé du droit et de la force. Et vous avez dit, parmi les nouveautés, on a maintenant la force qui prend le pas et le droit est défendu, soi-disant, par l'Occident. Mais ne croyez-vous pas, au contraire, que si on en est arrivé là, c'est que tout simplement l'Occident n'applique plus le droit, y compris le droit international que vous avez évoqué rapidement dans votre deuxième partie, mais plutôt des règles. C'est des règles de l'Occident qui doivent s'appliquer à tout le monde. Alors il y a plusieurs ministres des Affaires étrangères du Sud global, comme vous dites, qui le disent et qui le redisent à longueur de séances.
c'est que l'Occident n'applique plus. Alors on l'a vu en Yougoslavie, on l'a vu. Alors bon, on a compris le sens deuxième sujet. Voilà. On a compris le sens de la question, mais comme Non, il y a mais d'autres questions, oui. voilà, il faut être Non, mais partageux, comme on dit. Voilà. Je suis très content de votre intervention parce qu'elle montre justement une des attaques essentielles contre l'Occident. C'est celui de dire aujourd'hui les valeurs occidentales, ou plutôt les valeurs dites universelles prônées par l'Occident, n'étaient au fond que des valeurs occidentales destinées à nous dominer. Ça, c'est la vraie bataille de l'universalisme. Et on peut très bien le comprendre, ça ne me gêne pas. Je considère qu'effectivement, l'Occident a écrit un certain nombre de règles, conceptions qui datent de la Révolution française, qui sont dans la Charte des Nations Unies, etc., l'Occident considère comme à valeur universelle. C'est ça qui est remis en cause depuis déjà 20-30 ans, à savoir que les peuples de beaucoup de pays disent non, ce n'est pas nos valeurs, ce ne sont pas nos valeurs. Et donc cette vision n'est pas universelle, mais occidentalo-centrée. Alors, le droit, il reflète toujours ceci. À partir du moment où vous dites, au niveau même de la Charte des Nations Unies, mais après dans toutes les conventions, que les hommes et les femmes sont égaux, doivent être égaux devant la loi, ou ce genre de choses, vous avez des tas de pays qui vous disent non, ça ne me convient pas. C'est pas ma culture, c'est pas mon histoire, c'est pas mes traditions. Et ça se respecte, bien sûr. Mais le rapport de force a fait que ce sont ces lois-là qui sont passées. Sauf qu'au bout d'un moment, le droit international n'a plus été opérant devant, justement, le réveil de certains peuples et devant le fait que l'Occident avait tendance à mettre en avant ce droit avec une certaine arrogance. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes dans la vérité des choses et dans la représentation de l'homme que constitue un corpus de lois, de décrets, de conventions internationales. Et à ce moment-là, le système a tendance à s'effondrer. On peut dire d'une certaine façon que si le droit international continue à nous servir à nous de boussole, mais de boussole et pas plus que ça. Au Proche-Orient, par exemple, rien ne fonctionne depuis 1948, rien ne fonctionne, et on peut dire que le Moyen-Orient, c'est le tombeau du droit international. Mais à cause de quoi? Mais je ne cherche pas à ce stade les responsabilités, je pourrais en donner une évidente du côté du monde arabe. En novembre 1947, les Nations Unies votent le partage entre les deux États, israélien et l'État arabe. Le 14 mai 1948, Ben Gourion déclare l'État d'Israël en acceptant le partage, c'est-à-dire en disant nous nous plaçons dans les limites de cette carte de novembre 1947. En disant on aurait voulu plus, mais on prend la carte. Les États arabes, 5 d'entre eux, attaquent le lendemain. C'est la première violation claire au Proche-Orient du droit international parce qu'ils attaquent contre la résolution des Nations Unies. Et depuis, ça n'est qu'un enchaînement incessant de violations des uns et des autres. Juste pour dire que l'histoire a toujours un commencement avant ce qui se passe aujourd'hui. Et rarement une fin. Voilà, une main qui se lève. Allez-y. Question courte aussi, s'il vous plaît. Oui, je vous remercie. On vous entend. Je vous remercie de cette communication et pour peut-être nous apporter... non, mettez votre micro bien devant la bouche. Peut-être nous apporter aussi un complément. Non, seulement les questions. Seulement les questions. Une question sur les Ottomans, oui. Donc les Turcs, et puis cette biphilie qu'il y a chez les musulmans entre chiites et sunnites. Merci. Bon, alors je ne vais pas ici refaire un cours de l'histoire musulmane, ce sera un grand bonheur, mais ça nous prendrait 2 jours. Préparez-vous à prendre un petit déjeuner avec moi demain matin, parce que ça va prendre un petit peu de temps. Mais une chose est sûre, c'est que
vous avez toujours, encore aujourd'hui, bien entendu, au Moyen-Orient, cette bataille séculaire depuis la bataille de Karbala notamment, en 680, entre les chiites et les sunnites. Ça se traduit comment? Ça se traduit notamment par le fait que depuis toujours, vous avez deux États non arabes de la zone qui souhaitent avoir la main sur le monde arabe. C'est l'Iran, héritier de l'Empire perse, et la Turquie, héritière de l'Empire ottoman. Le premier est globalement chiite, la deuxième, la Turquie, est globalement sunnite. Qu'est-ce que ça entraîne? Prenez par exemple ce qui s'est passé en Syrie. La Syrie est, elle, l'héritière, pas d'un empire, disons pour aller vite, de la grandeur des Omeyyades. Aussi bien l'Iran que la Turquie avaient envie de la tenir en main. L'Iran a lâché prise parce qu'à cause des attaques d'Israël contre ses proxys, du lâchage de l'Iran, etc., de la Russie, peu importe, l'Iran a lâché prise sur la Syrie. Bachar el-Assad tombe. Et la question est de savoir qui va récupérer, pourrait-on dire, l'influence sur la Syrie. Comme le chiite a lâché prise, c'est le sunnite qui arrive. Et là, vous avez une bataille entre l'arabe et le non-arabe, entre la Turquie non-arabe et l'Arabie saoudite arabe. Et vous avez une répartition des rôles qui est très intéressante, qui se fait en un mois. La Turquie gardera son influence sur la Syrie. L'Arabie saoudite, elle, va s'occuper des Palestiniens. Et la Turquie ne va plus s'en occuper. Et c'est intéressant comme répartition des rôles. Il faut juste se demander pourquoi la Turquie voulait avoir la main sur la Syrie. Tout simplement parce que si vous voyez la carte, le bas de la Turquie, c'est une horizontale. Dessous, vous avez les Kurdes et dessous, vous avez la Syrie. C'est bientôt fini. Si la Turquie tient la Syrie, alors les Kurdes sont pris en sandwich. Et c'est un des éléments essentiels de la stratégie d'Erdogan. Quant à l'Arabie saoudite, elle va avoir un rôle, à mon avis, prédominant à jouer dans les années qui viennent, dans la solution pour les Palestiniens, parce qu'elle va vouloir leur appliquer les recettes qui ont marché auparavant dans les États du Golfe, notamment les Émirats arabes unis et Bahreïn, pour arriver, à l'issue d'une période de transition, à faire de la Palestine un vrai pays. Merci, cher Éric Danon. Merci de l'applaudir. Merci à vous. On aurait pu vous interroger encore pendant une heure et demie, mais malheureusement, le temps doit être respecté et on va s'efforcer de le respecter autant que faire se peut.